Merci pour cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Notre invitée de ce soir est Madame Assetou Founé Samaké, communément appelée Migan. Elle est ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Madame le ministre, merci de cette toute première comparution devant notre auguste jury. Merci beaucoup. J'en suis honoré. Avec moi, justement, pour vous interroger ce soir, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir, Abdraman. Bonsoir. Eladji Chana Takiou, 5 fois Eladji Chana Takiou, il est directeur de publication du journal le 22 septembre. 5 fois. 5 fois visiteur de la Mecque. Abdraman, visiblement, il est jaloux de... Bon, lui n'a pas été d'abord, donc je comprends. 5 fois visiteur de la Mecque. Ouais. 2 fois pèlerinage, 3 fois Umrah durant le mois de Carême. Oui. Faire le Umrah durant le mois de Carême correspond à un pèlerinage en compagnie du prophète Mohammed. Ce qui est bien précis et bien clair pour Abdraman. Oui. Et pas tort, et je suis Oumar B. Silibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission préférée, Le Grand Jury. Madame le ministre, déjà, votre observation sur la composition du jury devant vous juger ce soir. Il est bien composé, le jury? C'est la première fois que je le rencontre. Si vous avez un jury à récuser, vous en avez le droit. Non, nous sommes ensemble pour échanger. Je pense que, en tout cas pour moi, c'est la première fois que je suis avec eux et ce serait avec un grand plaisir. J'ai l'habitude de lire les différents noms dans les journaux, mais être en face d'eux, c'est la première fois. Donc, ce serait un réel plaisir d'échanger avec eux, sans souci. Abdraman, qu'est-ce que vous attendez de Assetou Founé Samaké Migan? C'est un plaisir partagé. C'est la première fois, nous aussi, que nous l'accueillons ici. Et une des rares femmes que nous accueillons d'ailleurs. C'est la deuxième fois, après Aminata Draman Traoré. Que je ne dise pas la deuxième, beaucoup de fois d'ailleurs. Oui. Plus que ça, mais c'est une des rares. Il y a eu Rakita là, il y a eu beaucoup de fois que nous avons acquis. Mais une des rares, d'habitude nous accueillons des hommes. Aujourd'hui, c'est une femme. Et en plus, une femme qui se distingue dans beaucoup de choses. Et qui se singularise aussi dans beaucoup de choses. Donc, ce que nous attendons de lui, c'est vraiment d'avoir sa perception et de pouvoir livrer sa perception de la crise, de la situation actuelle que le Mali est en train de vivre à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Voilà. Chana, que vous inspire de voir Madame le ministre répondre à notre convocation? Vraiment, c'est un grand plaisir parce que c'est une femme respectable que j'ai toujours vue à distance. Je l'ai écoutée, je l'ai suivie. Je la sais éloquente, élégante également dans ses actions. Et c'est cette éloquence au cours d'un grand forum où il a séduit Feu Ibeka qu'il a valu d'être ministre. J'ai suivi vraiment cet exposé brillant. Elle est universitaire. Je pense que c'est un grand plaisir pour nous d'échanger avec elle, de l'interroger sur la vie de la nation et enfin de prononcer le verdict. J'ai envie d'ouvrir le bal des questions avec cette question des internautes. Assetou Founé Samaké, pourquoi Migan? Oui, souvent on me le demande et en bon malien, beaucoup préfèrent changer Migan en Maïga parce que comme nous avons ce génie malien, Alain Foucault devient Alain Bokar, etc. Donc,
Migan, on me pose beaucoup la tort qu'on met le R à la fin. C'est bon, Alain Foka. Voilà. Donc, on change. Non, c'est le nom de mon époux et qui a longtemps résidé au Mali ici et travaillé au Mali. Donc, naturellement, je porte son nom. Et Assetou Founé Samake Migan, tout simplement. Et voilà. Ce qui est bien précis. Chana Takiou, pour le chapitre des questions de généralité, Madame, vous l'avez dit, c'est votre comparution devant le grand jury. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui est Madame Assetou Founé Samake, votre parcours universitaire et professionnel? Bon, je pense que une enseignante de façon générale sur plus de 2 décennies. Je pense que beaucoup me connaissent dans ces habits d'enseignant. Je suis une enseignante de profession. J'ai choisi ce métier depuis que j'étais petite parce que mes parents sont des enseignants et mon grand-père est enseignant. Donc je peux dire que c'est un métier que j'ai eu par vocation, par amour et que j'adore. Donc j'ai fait des études universitaires. Je suis biologiste de formation et précisément j'ai fait génétique amélioration des plantes. Et à l'université en ex-URSS. Et quand je suis venu, j'ai immédiatement commencé à enseigner. D'abord à l'école normale supérieure. Ensuite, quand les universités ont commencé, on m'a affecté à la faculté des sciences et techniques. En notre temps, on avait très peu d'enseignants, ce qui m'a amené aussi à enseigner à la faculté des lettres, ce qu'on appelait communément la flash. Donc, véritablement, si vous me demandez qui je suis, je dirais tout simplement je suis enseignante de mon état. Ok. Elle n'a pas terminé de répondre à la question. Ça, c'est le parcours universitaire et professionnel. Bon, sur le plan professionnel... Elle a mis l'accent sur l'enseignement et le reste. Administrativement, et politiquement, les fonctions occupées. Le reste, j'ai aussi travaillé dans les ONG. Parce que très tôt, j'ai vu les limites des enseignements qu'on livrait dans nos universités. J'ai rencontré des gens qui n'ont pas fait d'université, mais qui parvenaient à résoudre certains problèmes concrets sur le terrain. Donc je me suis dit, il faut ouvrir les universités à certaines pratiques. J'ai fait cette petite expérience aussi. Ensuite, je suis rentré dans l'administration malienne. D'abord en tant que conseiller technique au ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Et ensuite au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, toujours en tant que conseiller. Donc, c'est... Toujours sous le régime Ibeka, hein? Oui, toujours sous le régime Ibeka, parce que je suis rentré en 2013, donc tout juste après les élections. Et d'ailleurs, Chana vient de le rappeler. En tant que conseiller, mon ministre à l'époque, Maître Moutakatal, m'a demandé de présenter une leçon inaugurale pour la rentrée universitaire. Donc, c'est lui qui a inauguré cette pratique au Mali. La pratique des leçons inaugurales à chaque rentrée universitaire. Et c'est comme ça que j'ai présenté cette leçon inaugurale que vous venez de signaler. Et donc, cela m'a valu d'être nommé plus tard ministre. À la place de Maître Moutakatal, hein? Non, pas à la place de Maître Moutakatal, non, pas du tout, parce que c'était le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors, puisque mes propos ont plus porté sur la recherche scientifique en ce moment, la recherche scientifique. Oui, le président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, a créé le ministère de la recherche scientifique et m'a confié ce département. Allez-y. Ouais, ça vous confie ce département que vous le méritez. Vous êtes illustré par certaines marques, dont le fonds compétitif, la numérisation, voyez-vous, ensuite par la distribution d'ordinateurs à l'époque, la fête des sciences, etc. Et
depuis que vous n'êtes plus là, qu'est-ce que cet héritage est devenu? Cet héritage continue, contrairement à ce que les uns et les autres disent. Le fonds compétitif suit son cours et à telle enseigne que aujourd'hui il y a une grande réflexion pour donner plus de contenu pour l'améliorer. Donc ce fonds continue. La fête des séances continue. Parce que j'ai suivi 2 éditions quand je n'étais plus ministre, cela a continué. Et le centre de robotique de Kabbalah aussi, que j'ai eu à créer. Et tout récemment, les jeunes gens de ce centre ont apporté des trophées lors de compétitions internationales. Donc véritablement, et ce que je voudrais, j'ai souhaité faire, c'est-à-dire mettre la science en mouvement, je pense que ça continue. Après moi, tous les ministres qui sont venus ont continué dans ce sens. Il n'y a pas eu de... Les autres lacunes que vous avez révélées à l'époque, quand vous présentez, comme vous le dites, cette leçon inaugurale, telle que l'insuffisance des budgets de la recherche, l'insuffisance de personnel même de recherche aujourd'hui, comment ça a évolué depuis que vous n'êtes pas là? Est-ce qu'on est toujours confronté au même problème d'être en deçà des proportions du PIB alloué au niveau de la recherche, et ainsi de suite? Oui, bon, vous savez, dans un pays comme le Mali, où nous n'avons pas tout à fait la maîtrise des leviers économiques qui doivent nous permettre d'avoir une certaine autonomie, nous serons toujours dans ce manque de financement. Ce que je dois relever aussi, il y a eu 2 phénomènes qui ont fait qu'on n'a pas pu améliorer le budget. C'était surtout la crise sécuritaire que nous traversons toujours, où il y a eu un remaniement des budgets ministériels en fonction des besoins sécuritaires, et aussi le Covid est passé par là. Donc nécessairement, pour un pays comme le Mali, on doit faire des choix. Chana, justement, une question sur votre bilan à la tête de ce département. Oui, madame, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, c'est un domaine élitiste. Et aujourd'hui, le talon d'Achille de notre système éducatif, semble-t-il, est l'enseignement supérieur. Parce qu'on trouve au niveau du fondamental, au niveau du collège, au niveau même du lycée, vraiment de produits de qualité. Mais au niveau de l'enseignement supérieur, il semble qu'il y a un déficit de professeurs et un déficit de qualité de l'enseignement au niveau du supérieur. Comment est-ce qu'on pourrait pallier ça dans un proche avenir? Est-ce que cela est possible au Mali? Parce que tous les gens qui ont le minimum de moyens, après le bac, envoient leurs enfants à l'extérieur, même tout près chez nous, à Dakar ou à Abidjan ou ailleurs. Est-ce qu'on va continuer à envoyer nos enfants à l'extérieur pendant que nous avons beaucoup de facultés et d'universités? Quand est-ce que nous aurons cette formation de qualité? Qu'est-ce qu'il faut pour aller vers cette formation de qualité au niveau universitaire? Chana, vous savez, très généralement, on parle de l'éducation sans pour autant savoir véritablement de quoi il s'agit. Nous sommes tous outrés, spécialistes, non spécialistes, de voir les conditions dans lesquelles nous mettons nos enfants pour les instruire. C'est assez révoltant, et ce qui fait que le discours, surtout le discours d'échec est vraiment suffisamment diffusé. Mais ce que je vais vous dire ce soir, et que j'ai l'habitude de le dire, nous ne pouvons pas avoir d'enseignement supérieur de qualité sans une école fondamentale de qualité, une école secondaire de qualité. Voyez-vous, c'est ce qui manque. Rares sont les Maliens qui savent que nous parlons de système éducatif. Donc, vous voulez dire que le supérieur n'est pas le talon d'Achille par rapport aux autres niveaux d'enseignement? Pas du tout. Pas du tout. C'est un système. Cet enfant qui rentre en première année, normalement, il doit continuer son parcours. S'il veut aller au supérieur, s'il veut devenir professionnel, aller dans une école professionnelle. Mais le socle commun qui doit être donné à nos enfants pour qu'ils sachent lire, écrire, calculer et avoir un bon début de raisonnement, c'est là où ça ne va pas. Et vous savez où se trouve la cause de ce grand manque? Oui. C'est dans les instituts de formation des maîtres.
les instituts de formation... L'école de base. Voyez-vous, là où nous formons même les enseignants, c'est là où le bas blesse. C'est valable pour les instituts de formation des maîtres, c'est valable pour les écoles normales au niveau du supérieur. Est-ce que la NEF n'est pas passée par là? Non, la NEF n'est pas passée par là. Parce que, vous savez, beaucoup de pays, en tout cas tous les pays performants en termes de qualité, sont passés par des phases d'expérimentation. Pour revenir à la question de Sana, qu'est-ce qu'il faut pour pallier cette situation? Il faut un certain nombre de choses. La première, voir notre éducation comme un système. Ne pas saucissonner notre éducation entre 4 départements. Aujourd'hui, 4 départements s'occupent de l'éducation de nos enfants. Or, vous savez très bien, très généralement, chaque ministre pense que son département, c'est son précaré. La communication est très difficile. Et la synergie entre les approches, autant le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'administration territoriale. N'oubliez pas qu'on a décentralisé. Et je le dis sur ce plateau ici, ce ministère ne se considère même pas comme acteur majeur de l'éducation. Ça fait partie des compétences transférées Donc, voyez-vous ce qui se passe. Ce qu'il faut aujourd'hui, un seul département. On aime copier la France, mais on ne copie jamais ce que la France a de positif. Non. Oui, mais il doit y avoir des raisons aussi pour lesquelles on a transféré certaines compétences aux communes. Que politique. Que politique. Saucissonner un système aussi déterminant pour la vie d'une nation, ce n'est que politique. Avoir des postes ministériels à les distribuer. Oui, madame, vous ne dites pas, par exemple, qu'au niveau supérieur, que l'outil didactique est suffisant pour revenir un peu à ce que Chana a dit, que les gens préfèrent envoyer leurs enfants à l'extérieur pour apprendre. C'est parce qu'au niveau du supérieur, ce qu'il faut pour apprendre est suffisant. Nous avons il y a des salles qui manquent, parfois c'est des doubles vacations entre les étudiants. Il n'y a pas de suffisamment de bibliothèques et de livres pour les apprenants. Vous avez initié... Les gens qui ont eu le bac l'année dernière, c'est en juin qu'ils ont commencé. La numérisation qui aujourd'hui est freinée à seulement 13 000 ordinateurs aux étudiants certainement, on n'en a plus donné de plus. Comment est-ce que vous devez reconnaître qu'au niveau du supérieur aussi, en réalité, il y a des choses qui manquent? Mais ce n'est pas seulement au niveau du supérieur, même au niveau du fondamental. Je ne sais pas si la situation a changé. On est d'accord qu'au niveau du fondamental, c'est la même chose. Mais on aurait pu peut-être récupérer ce qu'on a perdu au fondamental et au secondaire avec un bon système au niveau supérieur. Non. Si, ça se corrige. Ça peut se corriger. C'est pour cela que nous avons fait la promotion de ce que nous appelons avoir une vision holistique du système. C'est-à-dire, vous allez voir qu'au niveau du fondamental, il y a des problèmes qui naissent au niveau du supérieur. À l'école normale supérieure, nous formons des enseignants pour le secondaire. Si au niveau de l'école normale supérieure, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher dans les lycées, etc. Donc c'est pour cela que j'ai dit, parler de l'éducation en termes de bloc, vous n'allez pas trouver de solution. Je suis d'accord avec vous qu'au niveau du supérieur, nous avons besoin d'enseignants, nous avons besoin d'outils didactiques et tout ce qu'il y a. La même chose se pose au niveau du fondamental et du secondaire. Voyez-vous? Allez-y, Chana. Madame, ce que moi je voulais clairement dire, c'est qu'au niveau du fondamental, souvent, on a de très bonnes écoles telles que les Petits Génies, Clairefontaine, etc., sans faire de la publicité pour ces écoles-là. Et au niveau des privés aussi. Au niveau des privés, collège, c'est des privés. Au niveau du collège également, il y a beaucoup d'écoles privées de bonne qualité. Au niveau des lycées, il y a beaucoup de lycées privés de bonne qualité. Mais au niveau de l'enseignement supérieur, il n'y a pas d'école supérieure de qualité parce que ce sont des maîtrisards qui enseignent dans ces universités. Les nombreuses universités qui pullulent Bamako, à qui vous et vos prédécesseurs ont donné l'autorisation, ils n'ont ni le profil adéquat des professeurs, ni un programme adéquat
L'infrastructure adéquate. Pour enseigner, l'enseignement supérieur, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les professeurs qui dispensent des cours n'ont pas le profil approprié, madame. C'est ce que nous vivons ici au niveau de l'enseignement supérieur au Mali. À 80% dans les écoles supérieures. Vous avez parlé des deux types d'écoles supérieures. Celles qui relèvent du secteur privé et ces grandes écoles qui relèvent du secteur public. Je vais vous dire quelque chose. Le problème au Mali, ce ne sont pas les textes. Les textes qui sont en vigueur pour créer un établissement privé, particulièrement de l'enseignement supérieur, tout ce que vous dénoncez, si les textes sont observés, on n'aurait jamais vu ces dérives. C'est-à-dire, la question fondamentale du suivi-évaluation pose problème. C'est tout. Les textes sont clairs là-dessus. Je veux vous dire, quand vous ouvrez un établissement d'enseignement supérieur privé, vous devrez amener les CV des enseignants qui doivent professer dans ces écoles. Donc, c'est sur la base de documents bien établis, d'abord, que l'autorisation de création est donnée. Viennent ensuite, après vérification des locaux tout, l'autorisation d'ouverture. Et le curricula qui est fait. Donc, voyez-vous, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Nous sommes ce laxisme mortifère, pas seulement pour l'éducation, mais partout. Lorsque vous étiez à la tête du département, est-ce qu'on peut dire que vous avez aussi été laxiste, par exemple? Qu'est-ce que vous en avez fait de ces processus? Bon, et pas que si j'ai été laxiste ou pas, c'est que le travail ministériel ne repose pas particulièrement sur le ministre, le secrétaire général, les conseillers techniques et surtout les directions. Les directions sont les bras armés sur le terrain qui regardent comment le travail est fait. La technicité, voilà, et rendent compte au ministre. Et rendre compte au ministre. En autorité politique. Peut-être, si j'ai été laxiste, peut-être c'est de ne pas pouvoir renvoyer des gens. Ouais. Bon, c'est tout. Effectivement, moi je vais abonder dans le même sens. Pour vous rappeler que récemment, le département vient d'annuler beaucoup d'autorisations, notamment dans le domaine de la santé, des écoles supérieures. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et comment cela a pu échapper à votre vigilance? Bon, je veux vous dire, quand j'étais ministre au niveau du supérieur, je peux vous dire le nombre d'établissements. C'est une dizaine quand même ici, qui relèvent du domaine de la santé. Non. Il y a deux choses à distinguer. Oui. Okay. Vous avez les écoles de santé qui relèvent du ministère de l'Éducation et des écoles de santé qui relèvent de l'enseignement supérieur. Okay. Pour l'enseignement supérieur, les écoles, on peut le compter sur les doigts. Ce n'est pas aussi nombreux que ça. Vous avez, je ne vais pas... Mais pour cela, vous avez des écoles qui sont très performantes en matière de santé. Je ne veux pas faire de publicité. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, l'école de médecine reste l'école pilier en matière de formation. Vous avez des formations à l'école de médecine qui ne sont pas dispensées dans les écoles privées de santé. Dans les écoles privées de santé, au niveau supérieur, le parcours, il est connu. Ils n'ont que 3 sorties et après c'est pour faire santé publique, humanitaire, etc., etc. Dans les écoles privées, pour pouvoir faire la santé, arriver au niveau de la spécialisation, nos établissements privés supérieurs en santé ne le font pas. Cela relève de l'école de médecine. Je le sais pour avoir inscrit des enfants là-bas. Quelle pourrait être selon vous la conséquence d'éliminer, de supprimer une dizaine d'écoles de la santé selon vous? Bon, si ça a été supprimé, ce n'est pas parce que ce n'est pas du bon vouloir du ministre. Il a dû le faire en regardant très bien les critères, en faisant les visites qu'il faut correctement.
Et certainement, c'est pour cela qu'il a supprimé. D'accord. Chana, le gouvernement vient de décider de la militarisation des deux corps, c'est-à-dire de la police, de la protection civile. Encore avec elle. Oui, il nous reste Madame, donc on peut faire toute l'émission sur l'éducation, on ne va pas terminer, donc on va aborder ce nouveau chapitre, l'actualité oblige. Les policiers seront désormais, s'ils ne le sont déjà, et les sapeurs-pompiers militarisés. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous? C'est une très bonne solution pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Regardez la superficie de notre territoire. En matière de sécurisation, nous sommes un pays sous-peuplé. J'ai l'habitude de dire aux uns et aux autres, si on écoute les sirènes de certaines institutions qui ont des desseins inavoués, en donnant des contraceptifs à tout vent à nos femmes, nous serons un pays qui va disparaître. Regardez la densité au kilomètre carré. Très faible. Très faible. Même aujourd'hui, si nous mobilisons tous les hommes en âge de combattre, on ne pourra pas sécuriser notre territoire. Il est vaste, il est par endroits assez difficile de vivre. Donc aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, il y a lieu de regarder stratégiquement comment nous pouvons renforcer les forces de sécurité. Sur ce plan, je suis tout à fait d'accord avec eux. Maintenant, la gestion, on verra. Mais pour moi, franchement, sans être militaire, sans connaître les détails, c'est comme cela que je vois la chose. À renforcer les forces de sécurité pour sécuriser les populations, c'est tout à fait une bonne chose. Les syndicats seraient vent debout contre, en tout cas, cette décision. Cette mesure. Ouais. Mais, et regardez, est-ce que vous pouvez me dire quelle décision a fait l'unanimité dans ce pays? Oui, mais il y a des choses vraiment, j'aime pas le dire. Nous sommes connus d'abord pour protester. Mais l'amour, vous avez oublié l'amour? Combien de Maliens étaient d'accord pour adhérer à l'amour? Peu. Y compris moi-même. On a dit non, nous les enseignants, on a dit jamais. Vous n'allez pas couper un franc dans nos raisons politiques. Oui, mais madame, c'était des motivations. Je veux vous dire, toutes les grandes décisions. Ce n'est pas parce qu'à l'époque, on ne percevait pas l'utilité de l'amour. Non, c'était bel et bien perçu par ceux-là qui l'avaient combattu à l'époque. Mais seulement, ils avaient des raisons politiques pour combattre à l'époque la mesure. Je ne connais pas que ce soit une raison politique ou pas. Tout ce que je retiens de nos habitudes face aux grandes décisions, vous aurez toujours un camp qui proteste. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas craindre un remous préjudiciable quand on sait que ces policiers ces syndicats du haut de leur toute puissance ont pu libérer un de leurs lorsqu'il a été question d'incarcérer un de leurs dans l'affaire, si vous voulez, des 11 et 12 juillet. Oui, vous savez, nous sommes tout responsables avant de prendre des décisions, ils regardent les pour et les contre. D'accord. Ils regardent les pour et les contre et ils voient là où vont venir les difficultés pour essayer de trouver les solutions pour aplanir les choses. D'accord. Ils sont là pour ça. D'accord. Allez, madame, il y a des implications de la militarisation. Et l'une de ces implications, c'est peut-être de la mise en cause de certains acquis démocratiques. Aujourd'hui, si on militarise la police, c'est pour permettre aux policiers de faire le maintien de l'ordre avec des armes. Des armes réelles. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de donner des armes réelles au Mali aujourd'hui démocratique? Nous avons connu la démocratie avec les libertés collectives, comme les libertés de manifestation et autres là, de donner des armes réelles à des policiers pour le maintien de l'ordre. Mais les conséquences plausibles de cette mesure-là? Mais je veux vous décevoir. Moi, je n'adhère pas à ce vocable pays démocratique, la démocratie minimaliste qu'on est en train de servir à tout vent. C'est la démocratie, mais les acquis, les libertés quand même, vous ne pouvez pas les récuser, les libertés que nous acquises. On ne peut pas dire aujourd'hui aux Maliens de renoncer à des libertés dont ils ont joui pendant une trentaine d'années.
Ah bon, ce sont les Comment vous allez dire quoi, ce sont les policiers avec les armes qui vont réduire la liberté des Maliens. Mais ça c'est clair, le maintien de l'ordre. La sécurité il peut avoir la sécurité quand même. Non, compenser il n'y a même pas ça. Non, Le maintien de l'ordre, le maintien de l'ordre pour le moment on n'en a pas. Non, si on fait la militarisation, on peut aller vers on va laisser Abdraman poser sa question. Ça c'est autre chose, nous parlons de ce qui existe. Et non pas, on n'est pas posez votre question s'il vous plaît. Voilà, est-ce que vous pensez qu'il faut remettre en cause ces acquis-là? Hier, la police était militarisée. Ce n'est pas pour rien qu'on a démilitarisé la police. La police était militarisée auparavant. Voyez-vous ce qu'il y a. Quand on prend des décisions, on intègre l'environnement. Il faut intégrer l'environnement dans les prises de décision. Ça, c'est dans l'immédiat. La deuxième chose qu'il faut intégrer, la profondeur historique. Quand vous prenez des décisions et vous regardez que la façade, nous serons toujours en train de plagier les autres sans pouvoir résoudre nos problèmes. Un pays en proie à cette grande insécurité profonde, à regarder de près, qui n'est pas prêt à prendre fin, nous sommes obligés d'imaginer ce que nous pouvons imaginer d'abord pour assurer la sécurité. On ne peut pas mettre dans la balance sécurité et liberté. Partout où il y a insécurité, il n'y a pas liberté. J'ai l'habitude de dire... Mais on a besoin de sécurité pour la liberté. Non. On ne peut pas... On a besoin de sécurité pour la liberté. Il n'y a pas de liberté dans l'insécurité. Mais souvenez-vous, quand tout simplement il y avait les couvre-feux, prolongés ou pas, c'est là où on apprécie la liberté, mais c'est là où on voit combien la sécurité dépend, la liberté dépend de la sécurité. Vous n'avez pas de sécurité, vous n'êtes plus libre. C'est la fin de la liberté. Dans la pratique, on va vous retourner la parole. On va vous retourner la parole. Allez-y, on va vous retourner la parole. Oui, c'est qui est bien compris. On va vous retourner la parole. Parce que vraiment, je partageais. On va vous retourner la parole. Allez-y. Donc, madame, moi je pense que aujourd'hui, vous l'avez dit, nous sommes dans l'insécurité. Insécurité totale, où nous avons besoin à la fois de la mobilisation des ressources financières, des ressources humaines. Et c'est dans la logique de la mobilisation des ressources humaines. On ne va pas faire comme en Union soviétique où on prend les gens comme ça. Il faut commencer par les militaires, par les sapeurs-pompiers, et puis demain après-demain, peut-être ça va être Keïta et moi aussi. Les journalistes aussi. Bon, que cela ne plaise à Dieu. Est-ce que tu vois, si la situation se dégrade d'une certaine manière, on va recruter tout le monde. Tout le monde va aller un jour au front. Vous avez dit tout à l'heure que l'insécurité qui n'est pas prête de terminer, quelque chose comme ça. L'idée, c'est que vous voulez dire que l'insécurité... on ne voit pas pour l'instant le bout du tunnel de cette insécurité. Au-delà de cette militarisation, est-ce que vous avez une autre recette à nous proposer par rapport à l'insécurité qui frappe notre pays, le terrorisme, le départ de la force Barkhane, l'arrivée de Wagner, tout ça là? Quelle est votre lecture de la situation sécuritaire de notre pays? Si tant que Wagner est là, Bon, merci par rapport à ça. Officiellement, Wagner n'est pas là. Et cela a été dit. Pratiquement, Wagner. Et on a des partenaires russes quand même qui sont là. On a des partenaires russes qui sont là. En tout cas, c'est le discours officiel. Oui, et ça c'est. Moi je dis, comme eux ils le disent en russe, Slava Bogo, c'est-à-dire Dieu merci, qui soit là. Bon, savez-vous, la question de l'insécurité, on ne touche jamais à la dimension politique. La dimension politique de l'insécurité, c'est quoi? Ça fait plus de 30 ans. L'inégalité entre les Maliens se creuse d'année en année. Vous ne pouvez pas... L'illégalité ou l'injustice, vous voulez dire? L'inégalité. L'inégalité. La différence dans l'accès à beaucoup de choses. Nous avons les écarts qui se creusent d'année en année. Pour moi, c'est la première cause de l'insécurité.
Vous savez, quand vous privez un être humain d'une partie de sa dignité, en l'appauvrissant, il peut aller dans n'importe quelle direction. Parce qu'il n'a plus rien à perdre. Nous avons vécu cela. Comment dans ce pays qu'on est en train de dire, pays musulman, pays ceci, cela, d'autres ont les 3 repas, ils jettent le reste dans la poubelle, d'autres sont là en train de rêver au seul repas. Et vous voulez qu'il y ait la paix dans ce pays? Mais on se leurre. Donc les gens de Kidal avaient raison de prendre les armes. Je n'ai pas dit globalement, mais Kidal, ce n'est pas la région la plus pauvre. Peut-être que vous avez séjourné à Caille. À Caille, vous avez des situations qui sont dramatiques. Et pourtant, ils n'ont pas pris les armes. Tout près, à Foura, avant d'arriver à Pulukuro, vous avez des familles qui mettent de l'eau fraîche dans le couscous sec et voilà, c'est fini. Moi, j'ai dit... Et là où il n'y a même pas d'eau. Ça, c'est même Kidal, ça. Voyez-vous, à Caille, c'est la même chose. Donc, d'abord, c'est politique. Oui. L'insécurité est politique. C'est politique en termes matériels, mais quel est l'idéal qu'on défend aujourd'hui dans ce pays? Moi, je ne le sais pas. Il n'y en a pas. Parce que mettre dans la Constitution démocratie libérale intégrale, peut-être que ça veut dire quelque chose pour nous qui essayons de comprendre. Pour la grande majorité, ça n'a pas de sens. Donc, la dimension politique de l'insécurité, tant que nous n'allons pas reconnaître cela, surtout nous les intellectuels, nous les journalistes, nous n'aurons jamais de solution. Qu'on aille d'abord vers des pratiques qui permettent, où il y a le minimum de compassion. Pourquoi lui, il a à manger à foison et l'autre pas? Je ne dis que ça. Pourquoi la grande majorité envoie les enfants dans des écoles où il n'y a pas d'enseignants et qu'une minorité puisse envoyer les enfants dans... Non. Si nous sommes ensemble en tant que Maliens, ça veut dire tout simplement nous sommes ensemble pour conjuguer ce que nous avons et essayer d'aller vers une certaine égalité pour que l'espoir soit permis. D'accord. Je ne vois pas cela. Allez-y, Abdraman. Pour moi, l'égalité parfaite à laquelle vous rêvez... Non, pas une égalité parfaite. On tend vers l'égalité. Et si c'est cela qu'on doit chercher, c'est qu'on ne va pas quitter l'Orléans. Mais... Et c'est le sens du progrès. La recherche de l'égalité, c'est le sens du progrès. Je vous ai eu dire qu'on est en déroute en pensant qu'il faut distribuer des contraceptifs pour limiter les naissances et par conséquent limiter notre envol démographique. Et qu'il fallait vraiment ne pas tenir compte de ça. Dans un pays qui fait déjà face à des problèmes d'éducation de si peu d'enfants, qui fait face à des problèmes de santé de si peu de ces sujets, est-ce que vous pensez qu'il faut libérer l'évolution démographique de façon incontrôlée, telle que vous êtes en train de défendre ça? Mais vous savez, malgré ces contraceptifs, on n'est jamais parvenu à contrôler la natalité dans nos pays. Hein? Mais néanmoins, vous pensez que nous sommes encore insuffisants. Sur le Mali, c'est vrai que notre densité est très faible. Oui, c'est pour cela. Mais comment les implications de cette densité-là à laquelle vous rêvez, à ce boom démographique-là, oui, à ce baby-boom-là auquel vous êtes en train de nous inciter, les implications de ça, c'est quand même des défis. C'est tel que des défis tels que je viens, des défis éducatifs, des défis en termes de santé, des défis en termes de beaucoup d'autres besoins, des défis environnementaux, des défis. Déjà, les gens avec si peu de population, nous sommes en train de détruire nos forêts. Nous sommes en train de détruire nos forêts. 10 minutes, Abdraman. Non, nous sommes en train de détruire nos forêts parce que tout simplement, nous ne parvenons pas à faire l'équation qu'il faut entre le nombre d'individus et leurs besoins. C'est ce que j'ai dit. Non, cela ne veut pas dire qu'on doit laisser la population dépérir. C'est très dramatique pour le Mali. Ce serait dramatique pour le Mali. D'abord, c'est de prendre conscience que nous sommes peu. C'est de comprendre pourquoi ils veulent qu'on réduise la natalité.
Parce que c'est eux aujourd'hui qui nous nourrissent. Ça, c'est malthusien. Non. Quelqu'un qui te donne à manger, il a loisir sur tout ce que tu dois faire. Donc, si c'est eux qui nous apportent à manger, parce que, entre guillemets, nous avons perdu une partie de notre dignité, en ce moment, ils vont nous dire combien d'enfants que nous devrons faire. D'accord. Une fois qu'on a compris cela, c'est de dire, nous devons cultiver, avoir à manger par nous-mêmes. Nous devrons mettre en place un système éducatif et un système de santé. Aujourd'hui, se poser la question, c'est faire un premier pas vers la sécurité. Madame, il y a une dizaine de jours, le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, a été accueilli ici à Bamako en héros pour avoir prononcé un discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Certains Maliens ont qualifié ce discours d'anthologie. Vous pensez que ce discours doit être enseigné à la progéniture? Dans tous les cas, enseigné ou pas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire des Nations Unies. Moi, j'ai toujours dit, il ne pourra jamais avoir unanimité autour des grandes questions. Certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Chacun défend ses raisons. Mais ce que moi je dis par rapport à ce discours, quand je regarde le fond, je regarde la forme, il n'a pas fait quelque chose de nouveau. Mais regardez, ce langage qui est adressé régulièrement à notre pays. Je n'ai jamais vu de manifestation dans la rue pour dire nous ne sommes pas d'accord et brandir les pancartes. Nous avons été insultés ici sous toutes les coutures. Cela n'a outré personne. Ou bien, il y a des gens qui sont permis, ils ont la permission de dénigrer des États et des nations, d'autres pas. Vous vous adressez à l'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara? Non. Pourquoi? Il a sa raison de dire ce n'est pas bien. D'autres ont leur raison de dire c'est bon. Ce que moi je dis, ce discours s'inscrit dans la lignée des comportements aujourd'hui sur le plan international. Je ne vois rien de particulier dans ce qu'il a eu à dire. Il ne fait que prononcer un discours que nous avons l'habitude d'entendre ailleurs. C'est tout. Ailleurs où? Mais dans d'autres pays. Nous tous, nous avons vu combien de fois le président français est sorti pour insulter le Mali et les responsables maliens. Je n'ai jamais vu de manifestation à Bamako. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait quand même sur des tribunes de l'ONU. Mais c'est ça le problème. C'est la particularité du discours, c'est que ça a été fait sur une tribune qui, pour certains, peut-être à juste titre, ne s'y prêtait pas. Parce que tout simplement, ils ont le micro du monde tous les jours. C'est pas notre cas. En clair. Le seul micro qu'on a, si on l'a, nous devrons pleinement en profiter. En clair, madame, vous êtes en phase avec ce discours. Vous êtes en phase avec la politique extérieure du Mali aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Oui. Je suis doublement en phase avec ce discours. Pourquoi? C'est le représentant de mon pays. Ça, c'est la première des choses. Même si je suis en désaccord avec lui, à partir du moment où il porte la voix du Mali parmi les autres nations, je le soutiens. Deuxièmement, je l'ai dit, nous sommes habitués à des discours comme ça. Donc c'est la réponse de la bergère au berger? Non. Maintenant, c'est comme ça. C'était la réplique, hein? C'est comme ça, les propos injurieux ont tendance à remplacer les propos diplomatiques. Dans la bouche des grands de ce pays, c'est comme cela. Une fois, mais qui peut avoir un langage plus désordonné que l'ancien président des États-Unis? Trump. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'est pour cela qu'on l'a parlé. Et c'est ce qui fait. Ça amusait le monde entier, mais ça a été fait. Ça n'amusait pas le monde entier. Mais ça a été fait. C'est Anna pour votre dernière question, allez-y. La dernière question, oui. c'est trop. Madame, vous êtes une femme politique. Parce que. Sans parti politique. Une femme politique sans parti politique, parce que vous portez quand même des idées. Elle est plutôt de la société civile. Non, elle est politique. Issana, il va développer ça. Elle défend des idées, elle défend une politique. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, la communauté internationale, j'allais dire même la CEDEAO, presse le Mali d'aller aux élections rapidement. Un chronogramme a été convenu avec la CEDEAO. Malheureusement, Bamako n'est pas en train de respecter ce chronogramme.
l'EJ, l'organe chargé d'organiser les élections, qui devrait être mis en place depuis septembre, tous les organes. Jusqu'à présent, l'EJ n'est pas mis en place. Le projet de loi constitutionnel qui devrait être prêt ne l'est pas. On doit aller au référendum, je pense, en mars 2023. Vraiment, il y a un retard. Est-ce que vous êtes optimiste quant au respect des échéances annoncées? Pas que je suis, si je suis optimiste ou pas, mais je fais confiance aux autorités qui sont en train de gérer ces différents dossiers. Confiance malgré tous ceux qui sont en train de violer, vous leur faire confiance, ils n'ont pas respecté les engagements pris avec la CEDEAO à maints endroits et vous continuez vous-même, à vous avez confiance. dit que je suis une femme politique et je vous concède, mais je veux vous dire en matière de politique, quand vous décidez de quelque chose, le temps imparti pour l'exécuter, les choses changent. C'est toute la difficulté de la politique. Le temps entre la décision et l'exécution. Tout est possible. Nous sommes dans ce cas. Donc, laissons-les travailler et nous verrons. Oui, mais qu'est-ce qui empêche l'État de mettre en place cette autorité indépendante? Mais quand vous suivez, ce sont des questions pour lesquelles je suis, mais pas parce que la tyrannie du temps. Non. Je ne m'abandonne jamais entre les mains de cette tyrannie. Voyez-vous, combien de temps il a fallu pour que les différents acteurs se mettent ensemble pour choisir qui doit rentrer dans l'organe ou pas? Ça fait combien de temps? Même là, ils ne sont pas compris. Personne n'a crié au scandale. Voici là où on a commencé à accuser le retard. C'est tout. Faisons correctement les choses. Ne nous laissons pas abattre par la tyrannie du temps. Et on verra ce qu'on pourra faire. Pour ma dernière question, j'aimerais revenir sur une question dont l'équivoque n'avait pas été levé, puisque les élections telles que la Richana dépendent en grande partie aussi de la sécurité. On a eu de cesse de nous ressasser que l'armée monte en puissance, mais est-ce que le fait de recourir à une militarisation de la police n'est pas une mesure paradoxale à cette ne vient pas en contrepoint de cette montée en puissance qu'on nous dit? Mais si c'est pour renforcer cette puissance, qu'est-ce qui nous empêche de recruter parmi la police et d'autres corps? Mais cela ne contredit pas la montée en puissance. L'armée monte en puissance selon vous? Mais écoutez, avec tout ce que nous voyons comme problème, que nos compatriotes de Gao, nos compatriotes de Ménéka sont en train de subir, ils sont obligés d'aller se rabattre sur les grandes villes, sur les cités, les grandes cités pour échapper à la, comme vous l'avez dit, pour échapper à la tyrannie, à la tyrannie de Daesh, pour échapper même peut-être à des amputations, pour échapper à la loi islamique, à la charia. Vous pensez que l'armée monte en puissance? Savez-vous, quand vous regardez, ça fait quand même, et je touche du bois, un certain temps qu'on ne décrète pas les journées de deuil. N'est-ce pas? Un seul paramètre. Il y a eu des moments où on ne faisait pas 3 mois sans voir quelques dizaines de nos compatriotes militaires et civils tomber. Est-ce que vous pouvez me dire la dernière fois où on a décrété un deuil? Ah, mais il y en a eu sans deuil. Il y en a eu pas centaines sans deuil. Parce que ça, les gens, il y a deuil, écoutez, madame, même les gens qui ont été victimes de ça l'ont évoqué. À Ménaka, on en a eu par dizaines et des dizaines, mais ils n'ont jamais mérité un deuil tel que ceux qui ont perdu leur vie ailleurs l'ont mérité. Donc ce n'est pas indicatif. Non, ce n'est pas vraiment. C'est-à-dire le deuil n'est pas indicatif de. Si, ça fait combien de temps qu'on l'a pas? Non, puisque le deuil ne dépend pas des gens qui meurent, ça dépend des gens qui le font observer. Mais nous sommes toujours en deuil. Tant que le pays est dans l'insécurité, nous sommes en deuil. Parce que nous savons que loin de nous ou près de nous, nous avons toujours des jeunes gens qui meurent. Nous sommes tout le temps en deuil. D'accord, madame. Nous sommes tout le temps en deuil. Mais le deuil national qui se suivent sans interruption,
Mais parce que dis-le cette mesure pour nous. ne dépend pas des gens Non. des gens qu'on perd. Ça dépend des gens. Oui, madame, dernière véritable question de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire des 46 soldats ivoiriens détenus ici au Mali? Bon, moi je pense que, comme les autorités ont eu à le dire, le dossier est... Judiciarisé. Oui. Malgré la libération des 3 femmes pour raisons humanitaires. Oui, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. La dimension femme, quelles que soient nos divergences, fait unanimité. Donc moi, c'est comme cela que je regarde la libération des femmes. Faut-il continuer à les maintenir dans les liens de l'accusation? Mais la justice fait son travail. D'accord. Il est temps pour le jury à présent de se retirer pour procéder à la délibération. Abdraman, nous sommes dans le secret de la délibération. Bon, moi je suis venu avec beaucoup de bonnes intentions envers elle, parce que vraiment, c'est une dame singulière. Singulière parce que c'est rare les femmes qu'on voit dans le domaine de la science briller comme elle est en train de briller. Elle vous l'a dit, et peut-être qu'elle est peut-être même la seule dame physiologiste. Biologiste, hein? Bon, peut-être, je dis. Pas la biologie. Peut-être, mais elle est la plus connue quand même. J'allais même dire qu'en venant ici que peut-être c'est notre future Marie Curie. Hein? À nous, puisque je n'en connais pas de dame qui est vraiment connue autant de succès dans le domaine de la science tel que j'ai fouillé ça sur le pouvoir. Mais très sérieusement, j'ai été déçu. J'ai été déçu quelque part, pas par ses réponses sur notre sujet, pas par sa franchise et sa pointe, mais simplement par le fait que j'ai l'impression qu'elle verse beaucoup plus dans le civisme. Dans le civisme, puisque les autorités ont dit, les autorités font comme ça, il faut les soutenir. Cela se fait au dépend de nos libertés, telles qu'elle vient de le dire ici. Puisque pour elle, les libertés ne valent pas dans ce pays, alors que pour d'autres, pour la majorité des Maliens qui sont battus, pour lesquels nous avons eu des martyrs, ces libertés-là sont très chères. J'en ai évoqué le problème des élections. Je pense qu'en réalité, qu'elle a botté un peu en touche par rapport à cette question, mais je pense qu'en réalité, pour elle, les élections ne sont pas aussi essentielles. C'est ça en réalité le fond de sa pensée, c'est que les élections ne sont pas essentielles par rapport à la situation que nous avons vécue. Donc elle est pour un penchant d'organiser les élections, de se donner tout le temps comme les gens qui ont demandé 5 ans pour organiser ces élections. C'est dans le procès d'intention. Hein? Ouais, mais je dis, j'ai l'impression, c'est peut-être, oui. C'est ce que j'ai senti et c'est ce que j'ai dit. Et pour cela, je pense que vous devez tenir compte de tout ça. Moi, je pense que les libertés me sont très chères puisque je suis journaliste. Sans liberté, si mes libertés doivent être confisquées parce qu'il n'y a pas de sécurité dans ce pays-là, je ne sais pas ce que je vais faire. Et beaucoup d'autres confrères d'ailleurs. Je pense que vous devez tenir compte de ça dans le verdict que vous devez rendre. Je ne le dirai pas moi, mais je vous le dis. Je ne vais pas dire que je la condamne, mais je vous invite à tenir compte de cet aspect-là dans le verdict que vous allez prononcer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon voisin de droite n'a pas été suffisamment courageux pour donner un verdict. Oui. Avec ce réquisitoire. J'ai eu l'impression, Monsieur Keïta, quelque part, vous faites dire à madame ce qu'elle n'a pas dit. Abdraman, vous n'avez plus la parole. Il s'agit de faire le réquisitoire. Allez-y. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Allez-y. Abdraman, on va laisser Chana profiter de son temps. Vous avez évoqué les qualités de madame, biologiste. Moi, j'avais dit même qu'elle est aussi femme politique. Parce qu'elle émet des idées. Ma question par rapport aux élections... Elle est plutôt femme publique, mais pas politique. Ben voilà que tu me laisses parler. Oui, allez-y. Tu laisses... Encore une fois, vraiment, je pense qu'Abdraman... Pourquoi t'adresses à moi, Chana? J'ai l'impression que nous n'avons pas écouté madame de la même manière. Ah bon, nous ne l'avons pas écoutée de la même manière. Jamais elle n'a pas donné... l'impression qu'elle ne veut pas que des élections soient organisées tout de suite, qu'on donne le temps, tout ça là. Très honnêtement, je trouvais ces analyses très bonnes avec une certaine finesse. Il y a une certaine finesse dans ces analyses en tant que femme. Cette élégance,
cette finesse apparaît dans ses analyses. La finesse intellectuelle? La finesse dans l'analyse, elle dit les choses de façon souple. La finesse dans l'approche. Oui, allez-y, elle dit les choses de façon souple, de façon claire, de façon nette et de façon assumée. Et de façon assumée. Elle fait un choix. Le reproche, c'est vrai. Elle dit les autorités ont décidé, c'est un choix parce que les autorités ont dit comme ça. Parce que c'est mon pays, moi je le soutiens. C'est un choix assumé. Et je pense qu'on ne doit pas la condamner pour un choix assumé. Elle a le courage de dire ce qu'elle pense. Le courage d'assumer ce qu'elle pense. Le courage de soutenir les autorités actuelles, même si, par ailleurs, d'autres ont d'autres idées, ne soutiennent pas les autorités, n'ont pas la même vision qu'elle. Mais elle a dit sa part de vérité. Elle a dit ce qu'elle pense par rapport aux élections. Elle a dit ce qu'elle pense par rapport à la militarisation de la police et des sapeurs-pompiers, qui est une très bonne chose que moi, personnellement, j'approuve, j'applaudis. Les policiers doivent aller sur le front. Ils doivent sécuriser les localités qui ont été conquises par l'armée. L'armée continue, la police sécurise les populations et leurs biens. C'est aussi le rôle de la police. Les sapeurs-pompiers aussi doivent faire la même chose. Et demain après-demain, si ça ne suffit pas, si on a besoin d'Abdraman, Sidibé et moi, nous devons y répondre. L'appel patriotique. Tout le monde doit s'attendre à cela. Mais il faudrait que ça commence par ce porteur d'uniforme. Donc le syndicat de la police vraiment doit se calmer. Le syndicat doit se calmer et répondre à l'appel patriotique. Sidibé, oui. Acquittez madame. Monsieur le Président, acquittez madame. La République a besoin d'elle. Elle a de très bonnes idées. Elle a de la finesse dans l'analyse. Vu l'ambiguïté qui a, à mon sens, caractérisé le réquisitoire de Abdraman Keïta, vu la clarité qui a caractérisé le réquisitoire de El Hadji Cheikhna Takiou, j'ai ma légendaire faiblesse de m'aligner derrière le réquisitoire proposé par El Hadji, 5 fois El Hadji, pour libérer madame des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Bon, je remercie votre radio. Je remercie les deux frères. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver et d'échanger sur les problèmes de notre pays et les problèmes du moment. J'apprécie à sa juste valeur tout ce qu'ils font en tant que journalistes dans un pays qui se cherche, dans un pays suffisamment meurtri, où souvent le temps de comprendre les choses, de les ramener à soi-même avant de les ramener aux autres, devient un exercice très difficile. Je souhaite à tous ceux qui ont eu le sens et la compréhension de mettre en place un tel exercice. Je vois que de plus en plus ça prend de l'ampleur, de la force. Tout me veut pour que cela dure, que ce soit véritablement une marque du Mali et de la communication au Mali. C'est tout ce que je peux dire. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury, qui recevait comme invité Madame Assetou Founé Samaké Miga. Elle est ancienne ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Clin d'œil déjà à Aminata Dramane Traoré, Madame Raki Talla et aujourd'hui à Assetou Founé Samaké, qui vient en tout cas rallonger la liste des femmes qui ont comparu devant notre Auguste, Madame Si Kadiatousso également, et clin d'œil surtout à tout, en tout cas aux doyens de la faculté des sciences administratives et politiques. Il s'agit de Monsieur Cheikh Amala Touré et l'ensemble des élèves et étudiants, si vous voulez, des étudiants et le personnel de cette faculté. Il s'agit de la FSAP. Au revoir.